Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Apparemment, la première partie de la lecture du Maître de Chausson par Théophile Gautier a bien plu, alors j'ai décidé d'enregistrer cette deuxième partie assez rapidement, en espérant qu'elle rencontre le même succès. Nous nous étions arrêtés précédemment au fait où on apprenait donc que les tireurs de savates étaient aussi des tireurs à la canne et au bâton, et qu'en fait on ne pouvait pas concevoir un savatier sans non plus le concevoir comme tireur de canne, comme caniste ou comme bâtonniste. Et on en revenait donc à... C'est ce qui a permis moi de me forger l'idée que les arts martiaux français sont un tout et ne sont pas à prendre morceau par morceau, ils sont tous liés les uns aux autres par des effets de synergie, que ce soit technique ou physique, ou des approches. Et nous allons donc continuer cette lecture. Donc là, nous sommes à la page 343. Continuons la lecture. Le jeu développé fut apporté en France par les prisonniers des pontons d'Angleterre. Alors, qu'est-ce que c'est que les pontons d'Angleterre ? Eh bien, en fait, ce sont les prisonniers de guerre et les prisonniers français de la Grande Armée qui ont été qui sont fait capturer par l'armée ennemie. Eh bien, ils ont croupi quelques années sur ce qu'on appelle des pontons, c'est-à-dire ce sont des sortes de navires prisons en fait. Et pour pouvoir s'en échapper, il faut savoir nager, ce qui n'était pas forcément le cas de tout le monde. Et donc du coup, ils étaient gardés comme ça, c'est des formes ce sont des prisons flottantes. Et les Français, il y a des Français qui sont restés quelques années. Il y a eu même de sombres histoires à ce sujet. Durant les longues heures de la captivité, ils s'étaient beaucoup exercés, avaient travaillé les coups, et faute d'autre occupation, faisaient assaut du matin jusqu'au soir. Ce qui les rendit les plus redoutables bâtonnistes de l'univers. Ah tu m'étonnes, quand tu as que ça à faire de toute la journée, tu peux réfléchir au sujet et développer des techniques, les essayer et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. La patrie des boxeurs ne pouvait qu'influer heureusement sur leur manière. Toutefois, le jeu développé resta un arcane entre les plus habiles, et se concentra dans Paris, ce foyer lumineux, ce centre intelligent, qui sait toujours avant tous les autres le dernier mot de l'art. La province, routinière et fossile, conserva l'ancien jeu. Mais c'est le genre de propos qui, en tant que provincial, en tant que fossile, je ne peux pas trop adhérer à cette affirmation. Mais bon, c'est comme ça. Vers 1829, cependant, quelques maîtres de régiment développaient, mais c'étaient des Parisiens. L'art du chausson ne reste pas non plus stationnaire. Les novateurs hardis commençaient à placer les coups de poing debout à l'anglaise, et le temps d'arrêt en pleine poitrine, autrement dit, coup de pied en vache. Mais bien peu se risquaient à détacher ce coup, de peur de se faire ramasser les jambes. Alors qu'est-ce que c'est que se faire ramasser les jambes ? C'est tout simplement de se faire attraper la jambe et de se faire projeter au sol suite à un geste technique de lutte, ce qu'on appelle un coup de lutte. Toutefois, malgré ces perfectionnements, la savate ne comptait que fort peu d'adeptes fashionables. Elle était même inconnue des gens du monde. Seulement, de temps à autre, il courait quelque histoire merveilleuse d'un garnement de mine chétive et de pauvre apparence, ayant à lui seul déconfit tout un peloton de gendarmes extrêmement surpris de se trouver assis en un clin d'œil au beau milieu du ruisseau. Et la gazette des tribunaux expliquait comme quoi ce succès, dans un combat inégal, était dû aux passes mystérieuses et aux croquants-jambes invincibles de la savate. Et chacun, dans la rue, passait respectueusement à côté de tout individu que sa blouse débraillée, sa casquette posée sur l'oreille, son air crâne et tapageur pouvaient faire suspecter de connaître les mystères de cet art formidable. Alors vous pouvez voir une magnifique gravure que je trouve vraiment très esthétique sur la posture que pouvait être de celui du savatier. On peut voir de jolis gants à crispin, une tenue, on peut voir la posture des jambes qui est celle que l'on retrouve dans tous les manuels que j'ai pu étudier jusqu'à présent. C'est cette posture de jambe qui revient toujours, avec les pieds en équerre, plus ou moins en équerre, le pied de devant qui regarde l'adversaire et l'autre derrière qui stabilise le tout, les talons n'étant pas sur la même ligne visiblement. La posture est droite, fière, la tête n'est pas renfrognée dans les épaules, il y a une expression quand même
quelque chose d'esthétique qui ressort de tout ça, mais aussi d'assurance et dire attention, je suis prêt à la bagarre, avise-toi des mauvais coups. Mais reprenons. Il est vrai de dire que les maîtres ne brillaient pas par une tenue bien rigoureuse. La pipe culottée ne quittait guère leurs lèvres que pour faire place aux petits verres de dur. Ils fréquentaient les estaminets borgnes, les rogomistes et les marchands de vin hasardeux. Ils étaient hargneux, violents, tapageurs. Quelques-uns même, fidèles aux traditions de l'ancienne chevalerie errante, consacraient leurs cannes et leurs poings au service des princesses en désarroi. Ils se constituaient les Amadis et les Galaor des Orianes de la rue Froidmanteau et de la Cité. Leur langage, semé de tropes et de métaphores peu académiques, descendant fréquemment aux familiarités de l'argot, était bien fait pour effaroucher les bourgeois honnêtes et débonnaires, si leur mine rébarbative n'avait pas suffi pour cela. C'est ce qui explique comment un art aussi utile, aussi indispensable que la savate est resté si longtemps enfoui sous les dernières couches de la populace. Maintenant, les hommes ne portent plus l'épée. La police défend d'avoir des armes sur soi, et l'on est puni de 15 francs d'amende pour avoir un poignard dans sa poche. Ce qui fait que tout homme qui rentre chez lui après la brume est à la merci des voleurs et des assassins, qui, risquant d'avoir la tête coupée, se moquent parfaitement de payer 15 francs en sus pour un port illégal de poignard. Les cannes plombées, les cannes à dard, sont prohibées et saisies par la police au bureau du théâtre, afin que les mauvais garnements, hideuses phalènes nocturnes qui voltigent au carrefour douteux, aient toute la facilité désirable pour vous dépouiller et vous assommer. Mais vous avez vos poings et vos pieds, que l'on ne peut saisir au bureau des cannes. Et des poings et des pieds exercés sont des armes aussi redoutables que le casse-tête des Caraïbes ou le lasso des gauchos brésiliens. Amusant de retrouver toujours le même problème entre le problème de l'autodéfense, savoir comment se défendre en étant désarmé par un pouvoir qui ne veut pas que ses citoyens soient armés par peur qu'il y ait des révoltes et des révolutions et d'être donc renversés, parce que la France de ces années-là est particulièrement instable entre 1830 et 1850. Il y a vraiment, je peux vous dire que c'est vraiment très compliqué la situation politique. Il y a des factions partout, on ne compte plus le nombre de milices, il y a 3 univers qui s'affrontent, les républicains, les royalistes et les bonapartistes. Donc du coup, la France est vraiment dans un état d'effervescence permanent et la volonté politique du pouvoir en place, c'est de faire en sorte que les gens ne soient pas trop armés. Le problème, c'est que lorsque l'on désarme les gens honnêtes, eh bien il n'y a que les hors-la-loi qui portent des armes, et on revient toujours sur le même problème qui n'a jamais été résolu, à ma connaissance, pour le moment, hormis d'avoir un système policier et judiciaire rudement efficace. Eh bien on est toujours confronté au même problème, c'est que se passe-t-il la nuit quand il n'y a personne pour venir m'aider quand je rentre chez moi, et que je n'ai pas d'armes, face à des bandits, peut-être un bandit mais armé, ou plusieurs bandits sans armes ou armés, que puis-je faire, sinon de me faire dépouiller et peut-être même tuer? On peut considérer que la question va durer encore un bon moment, tout simplement parce que, et là je vais revenir sur un sujet un peu plus contemporain, on peut s'apercevoir qu'il y a eu l'apparition de méthodes de plus en plus violentes en termes d'autodéfense, qui sont en fait des méthodes de guerre, qui visent réellement à tuer et pas à se défendre, elles ont pris la place que les arts martiaux français n'ont plus. Et on s'aperçoit que ça ne résout pas le problème. C'est pas l'ultra-violence de l'autodéfense qui résout le problème de la délinquance dans les rues, c'est un problème beaucoup plus compliqué à résoudre, et on s'aperçoit quelque part que le côté mercantiliste du professeur d'autodéfense, que ce soit de 1840 ou celui d'aujourd'hui, c'est de faire croire, et encore peut-être un peu trop fort dans mes propos, mais du moins de vendre une forme de rêve en disant que grâce à ma méthode, vous ne risquez plus rien. Ce qui est c'est un argument de vente. Mais actuellement, et vous me direz, vous pourrez répondre en commentaire, aucun problème à ce sujet. Actuellement, je ne connais pas de méthode d'autodéfense assez efficace pour avoir éradiqué la délinquance dans les rues sans passer par le système normal qui est police et justice. Et prison si besoin est.
En fait, le problème n'a jamais été résolu, et on s'en retrouve toujours aux mêmes situations. Que faire quand nous n'avons pas d'armes? Reprenons. Pour notre part, nous regrettons l'épée. Avec l'usage de porter l'épée, s'en est allée la vieille urbanité française. On est toujours poli avec un interlocuteur qui peut vous entrer quelques pouces de fer dans le ventre, si vos manières n'ont pas l'aménité convenable. L'abolition du duel achèvera de nous rendre le peuple le plus grossier de l'univers. Tous les lâches, sûrs de l'impunité, vont devenir insolents. Et puis c'était réellement pour un jeune homme de cœur une amie sûre et fidèle qu'une épée de bon acier bien trempée et bien franc. L'homme gagnait à ce commerce intime avec le métal. Il en prenait les qualités rigides, la loyauté inviolable, le vif éclat, la netteté incisive, et cette union tacite était si bien comprise que le plus grand éloge que l'on put donner à quelqu'un, c'était de dire qu'il était brave comme son épée. Mais nous sommes dans une époque peu chevaleresque, et la prosaïque savate doit remplacer la jolie épée française, ce bijou aigu, cet éclair d'acier qui du moins brillait dans la nuit avant d'arriver à la poitrine d'un homme. C'est aussi effroyable que magnifique. Ce passage m'hérisse la chair de poule. Non pas que je sois fondamentalement d'accord avec ce qu'il dit, mais je comprends un peu son cri du cœur. Et effectivement, l'insulte est facile quand il n'y a aucune conséquence à celle-ci. Ouais, c'est très facile. Alors que, effectivement, il y avait quand même des abus dans la procédure du duel. Et c'est bien pour ça que ça a été interdit, parce qu'il y avait trop de morts. Mais effectivement, il est fort probable qu'on apprenne à tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant d'insulter quelqu'un, tout simplement parce qu'on ne sait pas vraiment si il sait user de ses pieds et de ses poings avant, dans un duel, on va dire, codifié à 1 contre 1. L'interdiction du duel a réglé le problème, et c'est la loi et la justice qui doit trancher. On n'insulte pas les gens sans raison, et on ne frappe pas quelqu'un qui vous insulte. La loi a été posée ainsi. Mais ça n'empêche quand même, on peut voir la façon dont l'auteur insulte ses propres contemporains quand il dit que l'abolition du duel achèvera de nous rendre le peuple le plus grossier de l'univers. C'est assez amusant. En fait, je trouve ce texte très contemporain. Mais reprenons. La savate, comme on la pratique aujourd'hui, est un art très compliqué, très savant, très raisonné. C'est l'escrime sans fleuret. Il y a la tierce, la quarte, l'octave et le demi-cercle. Seulement, dans l'escrime, on n'a qu'un bras. Et à la savate, on en a 4. Car les jambes, dans l'état actuel de la science, sont de véritables bras. Et les pieds deviennent des poings. Les maîtres placent un coup de pied dans les gencives ou dans l'œil avec beaucoup de facilité. Plusieurs même décoiffent leur adversaire avec le bout du chausson. Le maître de chausson actuel ne ressemble en rien au savatier ancien. C'est un jeune homme de figure douce et prévenante, le sourire aux lèvres, qui s'exprime correctement et avec un son de voix perlé. Ses manières sont d'une distinction parfaite. On le prendrait plutôt pour un professeur d'esthétique et de philosophie que pour un pugiliste. Il fume tout au plus des cigarettes de papel espagnol, comme George Sand, et boit de l'eau sucrée comme un orateur. Il ne porte ni cravate rouge, ni gilet violet, ni pantalon fabuleux, ni casquette excentrique. Sa mise est celle d'un fils de famille qui s'habillerait bien. À l'entendre parler de son art, vous croiriez être en présence d'un savant de l'institut, faisant des calculs sur l'équilibre et la dynamique. La savate est en effet un calcul très exact des forces humaines combinées avec la libration et la pondération. Après quelques mois d'études, on est vraiment surpris de l'énorme puissance que peut acquérir un muscle bien développé et bien dirigé. Et l'on s'aperçoit que la nature n'a pas fait l'homme aussi désarmé que le prétendent les philosophes moroses. Des poings bien fermés, selon les principes de l'art, valent des marteaux de fer. Quelle description, dirais-je romantique peut-être, ou je ne sais pas, le mot... tout ressort de ce texte de quelque chose qui est beau. De par la tenue de l'homme, ainsi que par sa façon de se comporter, de par les mots qu'il emploie, et du sujet qu'il aborde. C'est une très belle éloge finalement du maître de chausson ou de savate que l'auteur nous livre ici. Ça en est fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On n'a pas appris grand chose au final, à part quelques petits détails, mais sur les techniques, on a
pas trop appris. Par contre, on en a appris plutôt sur les mœurs, sur la vision que l'auteur a de son époque, et c'est une photographie assez intéressante que j'aime bien. C'est ce genre de petit voyage dans le temps que j'aime bien exécuter, et j'espère que cela vous aura plu. Nous continuerons prochainement sur un 3e épisode. En attendant, amusez-vous bien, entraînez-vous bien autant que possible, portez-vous bien autant que faire se peut, et à la prochaine.